Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire des stades de football au palais présidentiel de Monrovia, George Weah a été investi président de la République du Libéria ce lundi 22 janvier. Quels sont les défis qui l'attendent? Eh bien, on en parle dans cette émission. Au sommaire également, voilà bientôt 2 ans que les chefs d'État africains ont adopté le principe d'une taxe de 0,2% sur les importations des produits non africains afin de financer l'Union africaine. Où en est-on aujourd'hui? Eh bien, ce sera notre grand angle du jour. Et puis, peut-on tout dire sur Internet? En tout cas, pas en Ouganda, puisqu'environ 25 internautes ont été traduits en justice suite à la publication de certains propos sur la toile. Avec nous sur ce plateau pour débattre de cette riche actualité, Monsieur David Gakounzi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Monsieur Mahama Zong, bonsoir à vous. Bonsoir Madame. Vous êtes également enseignant-chercheur. C'est ça. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de l'invitation. Sans oublier notre éditorialiste Djemal Taleb. Bonsoir Djemal. Bonsoir Graziella et bonsoir à tout le monde. On démarre sans plus tarder avec l'actualité politique. On le surnommait jusqu'ici Mr. George, eh bien ce sera désormais Mr. President. George Weah a officiellement pris les rênes du Libéria ce lundi 22 janvier 2018 devant plus de 35 000 personnes et une dizaine de chefs d'État. Le point dans ce sujet de la rédaction. C'est devant plus de 35 000 personnes que le nouveau président de la République du Libéria, George Weah, a prêté serment lundi 22 janvier 2018 au stade Samuel Kanyando de Monrovia, qui refusait déjà du monde plusieurs heures avant le début de la cérémonie officielle. À côté de son prédécesseur Ellen Johnson Sirleaf, l'ancienne légende du football a rappelé son principal but, celui d'unifier tout un peuple touché par plusieurs années de guerre civile. Il faut dire que cette passation de pouvoir pacifique entre deux présidents élus est la première au Libéria depuis 1944 entre les présidents Edwin Barclay et William Tubman. Merci de m'avoir fait confiance. Nous avons la responsabilité de fournir les efforts pour construire un Libéria nouveau. Ce sera ma tâche, mon devoir et un honneur de conduire ce pays vers l'unité nationale. D'un point de vue économique, le président George Weah a également réitéré sa promesse de campagne, celle de transformer le Libéria en profondeur grâce au secteur privé. Une stratégie qui s'orientera vers les investissements privés qui, à terme, remplaceront l'aide au développement. Je pense que c'est un discours très responsable. Parce que vous savez, les périodes de l'aide publique au développement, ce sont les périodes de plus en plus délicates, les périodes révolues. Aujourd'hui, la doctrine au niveau de l'économie internationale, ce sont les partenariats publics-privés. C'est une stratégie pour être payante. Et à travers l'économie, le Libéria pourra se réconcilier lui-même. S'il y a des emplois, s'il y a la stabilité sociale, il est évident que la réconciliation viendra d'elle-même. Mais la carte économique pourra notamment permettre à la carte politique de se jouer en plein temps au Libéria. Voilà ce que je pense par rapport à cette approche. George Weah avait largement remporté l'élection présidentielle du 26 décembre 2017 qu'il briguait face au vice-président sortant du Libéria, Joseph Boakai, après avoir obtenu 61,5% des suffrages exprimés. Monsieur Gakounzi, qu'incarne pour vous George Weah? C'est une histoire exceptionnelle. Un fils du peuple issu des milieux très défavorisés qui finit par devenir président. Un brillantissime joueur à qui on ne pourrait que souhaiter d'être un brillantissime coach, parce qu'être président, en quelque sorte, c'est être un coach. Et que fait un coach? Que pense un coach? Il pense en termes de réussite. Et le coach, il sait que sa réussite, c'est d'abord la réussite de son équipe. Un président réussit quand son pays réussit. Un coach aussi, c'est quelqu'un qui sait qu'il a besoin de tout le monde dans l'équipe. C'est quelqu'un qui arrive à gérer la diversité de ses joueurs pour en faire une équipe, un travail collectif. Et un coach aussi, c'est quelqu'un qui a une stratégie, des objectifs précis. Et je pense aussi qu'un coach, c'est celui qui sait qu'il joue contre un adversaire. Donc il y a une vision du monde. Quand on est président, on doit aussi avoir une vision de la région et une vision du monde. Qui est l'adversaire? L'adversaire, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est la désunion,
Vous connaissez l'histoire du Libéria. Il faut qu'il arrive à mettre tout le monde ensemble. La misère, la pauvreté. Les jeunes qui l'ont élu, ils veulent aussi réussir comme lui, il a réussi en allant vers le monde et en revenant chez lui. Alors nous allons revenir plus en détail sur les défis qui attendent le nouveau président du Libéria. Mais avant cela, Djemal, cette élection a suscité énormément d'espoir auprès des Libériens. Pourquoi l'attente est si grande? Est-ce le signe finalement que quelque part Ellen Johnson Sirleaf a déçu? Non, je ne crois pas. Je suis aussi de l'avis de monsieur, bien entendu. Un de mes amis, écrivain camerounais, me faisait remarquer il y a quelques années une chose avec laquelle je ne suis évidemment pas d'accord. Il me dit oui, enfin, on aime bien chez nous avoir des artistes, des footballeurs, des personnalités connues, du showbiz, comme si le personnel politique, le rôle, l'action politique ne devait s'y limiter qu'à un spectacle. Je pense qu'il a tort. Et que, somme toute, si on a des personnalités comme ça connues qui s'intéressent à la vie politique, qui ont en fait une nouvelle vie, dans une vie très riche et très longue, celle de George Weah est très riche et très longue, c'est une bonne chose. Et donc, on ne peut pas juger de ce que fera George Weah demain, on le verra maintenant, mais enfin on est heureux qu'il soit là. Non, Madame Ellen Johnson Sirleaf, c'est la première phase de la réconciliation d'un pays qui était dévasté. C'est le pays de Samuel Doe, c'est le pays de Taylor, c'est le pays de la guerre civile, c'est le pays de la dévastation du continent africain et de l'humiliation réelle. Madame Ellen Johnson Sirleaf a probablement pas tellement brillé en matière d'économie, elle a sans doute des taches noires en matière de réconciliation, de petits scandales par-ci et par-là, mais elle a réussi à mettre sur les rails un pays qui était complètement à genoux. Le rôle maintenant de George Weah, c'est la deuxième phase, la deuxième étape de la réconciliation et de la vie de ce pays. Et donc, il lui reviendra la tâche de faire attention aux acquis qui ont été ceux réalisés jusqu'ici par Mme Johnson Sirleaf. Et il lui manque maintenant à lui de comprendre que la paix n'est pas encore terminée et qu'il faut la consolider, que l'économie c'est quand même important et c'est la chose dont ont besoin les Libériens. Travailler, vivre, augmenter le niveau de vie, avoir une éducation convenable, avoir une santé convenable. Ce sont des difficultés auxquelles il va faire face demain et je lui souhaite bonne chance. Alors nous allons revenir plus en détail sur ces différents points. Mais Monsieur Zhang, la cérémonie de prestation de serment, on l'a dit, s'est déroulée donc ce jour. Comment est-ce que George Weah est perçu finalement à l'échelle continentale et internationale? D'abord une chose très simple, l'alternance politique dans un pays dévasté par des années de guerre civile est quelque chose qu'il faut absolument saluer. C'est-à-dire le civisme des Libériens, c'est quelque chose d'admirable. La deuxième chose la plus importante qu'on vient de faire, c'est qu'il va falloir mettre le Libéria en état de marche. D'abord sur le plan politique, comme l'ont dit les intervenants, mais aussi et surtout consolider la paix et surtout avancer sur le plan économique parce que les attentes sont immenses et comme Monsieur Weah a montré par son parcours personnel qu'il était capable de relever des défis extrêmement importants, donc on lui souhaite bonne chance pour que le Libéria puisse être un grand pays. Non, il y a une deuxième chose qui est importante et que vous avez soulevé, vous avez bien raison de dire, c'est le fils du peuple, il est venu de loin, ça ne suffit pas. Il y a une deuxième dimension qui est importante, c'est que c'est la première fois qu'on a un président non américain, non descendant des Américains. Et donc, le fait qu'il soit le fils du peuple, c'est aussi le fils, non pas d'Autochtones, les autres ils sont tous libériens et la question ne se pose pas. Mais c'est quand même une dimension qui a son importance. C'est-à-dire que ce monsieur-là, ici de l'univers qu'il est, issu d'un milieu social qui n'a pas l'habitude de gouverner, voilà qu'il arrive à faire une révolution nouvelle. J'espère qu'il ne va pas nous décevoir, parce qu'en définitive, c'est de ça dont on a besoin. Le risque, c'est la revanche. Aussi. Et ça serait dommageable, parce qu'on l'a vu aussi avec Samuel Doe. Samuel Doe venait des populations qu'on dit autochtones, et il y a eu cette violence dont il était porteur. Et donc, espérons qu'il sera le Mandela. Alors, je voudrais qu'on aborde plus en détail là, les défis économiques qui attendent le président George Weah. Sous la présidence d'Ellen Johnson Sirleaf, la commission chargée de lutter contre la corruption, Djemal, a instruit 22 dossiers, mais n'a porté uniquement deux cas devant la justice. On imagine que le chantier de la corruption devra être au cœur de la politique de George Weah. Sans aucun doute, mais ne soyons pas tellement méchants avec Mme Johnson Sirleaf. Elle n'est ni complaisante,
ni arrangeante avec la corruption, ça n'est pas vrai. Elle a un défi, elle a eu un défi majeur. C'est celui de faire relever de ses cendres un pays qui était complètement à genoux. Et donc, vous faites deux choix. Soit vous faites un peu comme Samuel Doe, c'est-à-dire que vous essayez de solder le passé, et vous perdez un temps fou à solder un passé, et vous oubliez au passage que les populations n'ont pas besoin de vengeance, elles ont besoin d'avenir. Alors la question, ce n'est pas de dire nous allons régler le problème d'hier et on oublie ceux d'aujourd'hui. Non, il y a des limites qui sont complémentaires. Mais vous commencez parce que vos énergies, elles ne sont malheureusement pas inépuisables ni totalement illimitées, et donc vous allez les concentrer là où c'est nécessaire. Je pense, moi, qu'elle a fait un travail qui est sans doute pas encore terminé, c'est la réconciliation. Elle fait un travail important, c'est la consolidation de la démocratie. C'est l'économie, je pense là encore une fois que la croissance n'est pas au rendez-vous, que la production n'est pas encore au bon niveau, que les signaux verts de l'économie ne sont pas encore exactement là où il faut. Mais enfin, elle a eu deux mandats, c'est beaucoup, c'est rien à la fois. C'est-à-dire que le travail va être colossal, va être important. Et je pense, moi, que la deuxième phase, après que le travail de consolidation ait été fait, ou en tout cas le travail de démarrage ait été fait, il reviendra maintenant à OEA. Vous avez bien raison de le dire, c'est de ne pas comprendre que le passé n'est pas seulement la seule chose sur laquelle il faut se focaliser. Et puis surtout, si vous ne donnez pas aux Libériens une raison d'espérer, c'est-à-dire vous leur donnez un travail, une formation, un espoir, c'est pas compliqué. Les choses, le passé peut toujours revenir assez rapidement, hélas. Alors, M. Zang, de quels atouts dispose George Weah pour relever tous les défis qui ont été énumérés sur ce plateau? Quels sont les atouts économiques du Libéria? Le Libéria a un sous-sol assez riche. Hein. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est la mise en œuvre des richesses que contient ce pays. Les vraies questions, c'est une question également de bonne gouvernance qui tienne compte surtout des intérêts du peuple libérien. Et comme il a réussi sa carrière de footballeur, il a été sénateur. Après le football, il est allé quand même aux États-Unis décrocher un diplôme, ce qui n'est pas rien. Il a été pendant plusieurs années également sénateur. Il a été plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle. Je pense qu'il peut réussir à condition, n'est-ce pas, de mettre en place une politique qui tienne compte des intérêts du peuple libérien, mais surtout qui corresponde aux attentes de ceux qui l'ont porté au pouvoir. Je voudrais aussi quand même signaler qu'on a l'impression que l'histoire de l'Afrique est en train de basculer. Souvenez-vous, dans les années 60, les présidents, c'était des grands penseurs. Senghor, un grand penseur, Jomo Kenyatta, un grand anthropologue, Amilcar Cabral, une grande tête. Et là, aujourd'hui, tout est possible. Hein. Chacun a sa chance, si on peut dire ainsi. C'est quand même un tournant dans l'histoire de l'Afrique. C'est un message fort. C'est un message fort. Ça veut dire que quelque part, les penseurs n'ont pas complètement réussi. Mais je ne crois pas non plus que nos pays peuvent être dirigés sans pensée. Alors, où est la pensée de George Weah? On attend voir. Non, ne soyez pas très méchants avec lui. Je veux dire, les politiques ont beaucoup la tête dans le cambouis et ils sont absolument submergés par le quotidien. C'est une des choses que nos États n'ont pas encore intégrées. C'est que les politiques ont besoin de quelqu'un pour réfléchir pour les Américains et les Anglo-Saxons appellent ça les think tanks. Et donc, si nous ne comprenons pas, M. Weah et les autres, qu'il a besoin des gens autour de lui pour réfléchir, lui donner des projets, alimenter sa pensée, qui est la sienne, mais il a besoin d'être alimenté, développé, il n'ira nulle part. L'une des difficultés qu'avaient nos intellectuels au départ, ce que vous appelez les intellectuels, c'est qu'elles d'ailleurs j'ai beaucoup de réserves. Mais enfin, ceux-là ont une difficulté, c'est qu'ils pensaient beaucoup d'eux-mêmes par eux-mêmes. Et on a l'impression que le quotidien ne les intéresse pas. D'ailleurs, quand on voit le résultat qui a été le leur, on se demande bien si effectivement c'était issu de pensée. Les autres, eux, sont beaucoup plus pragmatiques. Moi, qui suis, pardon pour ceux qui ne l'aiment pas, l'admirateur du président Paul Kagame, j'aimerais bien que les chefs d'État s'inspirent un tout petit peu de ce qu'il fait, de ce qu'il regarde. Et vous avez là un Africain qui n'est pas un intellectuel, qui a fait sa vie dans les camps de combat et qui, in fine, donne des résultats dans son pays, une croissance absolument insolente, une santé économique totalement insolente. Et quand vous regardez les résultats, vous vous dites, mais il a bien fait finalement de penser par lui-même un peu. Mais Kagame, c'est un grand penseur. Ah, je n'ai aucun doute là-dessus. Désolé, quand je dis penseur, ça ne signifie pas quelqu'un qui a été à l'école, qui a eu un diplôme. Non, nos grands-parents, nos ancêtres, c'était des grands penseurs. Ils n'avaient pas été à l'école. Mais moi, je pense plutôt aux envolées lyriques et philosophiques qu'on aime bien, que nos intellectuels africains aiment bien avoir. Non,
Les penseurs, c'est des gens qui sont capables d'observer leur société, de l'analyser, de comprendre le monde et de tracer des voies vers l'avenir. C'est ça les penseurs. Et je pense que quelqu'un comme Kagame, c'est un penseur intégral. Parce qu'il a une capacité d'analyse par rapport à sa société. Il a une vision de l'histoire et une grande conception de la mémoire de l'histoire de son pays. Et du continent africain. Voilà, et du continent. Et c'est quelqu'un qui est en permanence en train d'apprendre. Kagame, c'est l'héritier de Nyerere. Et quand on connaît Nyerere, Julius Nyerere, c'est l'un des plus grands penseurs africains. Qu'on oublie beaucoup et pour lequel on ne rend pas hommage suffisamment à Julius Nyerere. C'est de mon point de vue, alors de loin, beaucoup plus que les Senghor et tout ce que vous citez. Moi, je mettrais en premier lieu Julius Nyerere et je suis tout à fait d'accord avec votre réflexion. Alors, merci pour ces précisions, messieurs. Un mot peut-être, pour revenir à l'investiture de George Weah, Monsieur Zong, un mot peut-être sur Jiwal Howard Taylor, l'ancienne femme de l'ancien président, qui fait également son retour là en tant que vice-présidente du Libéria. Oui, alors tout à l'heure nous avions dit qu'il fallait absolument réussir la consolidation de la paix. Ça fait partie peut-être des éléments que M. Weah a dû intégrer pour, n'est-ce pas, pouvoir avancer un peu plus tranquillement et puis pour ne pas réveiller toutes les haines qu'il y a eu au Libéria. Ça, c'est la première chose à dire. Je pense que les 5 ne suffisent pas. Il faut que la personne qui dirige, qui assume les responsabilités, il faut qu'elle ait une vision. On n'a pas besoin d'être philosophe pour diriger un pays, mais il faut que cette personne-là, celle qui dirige le pays, puisse avoir une vision, puisse avoir une conception de la chose politique et de la chose publique qui puisse correspondre exactement aux intérêts du peuple qu'il a élu. Alors, Non, appelez-le comme vous voulez, think tank, tout ce que vous voulez. J'ai dit que les anglo-saxons l'ont appelé comme ça et qu'en réalité, on ne peut pas dire autrement. Les politiques, ceux qui sont dans l'action, gère le quotidien, l'événement, tous les jours. Et quand vous gérez le quotidien, vous n'avez pas toujours la liberté que vous souhaitez pour penser comme vous le voulez. Et donc, l'idée d'avoir des gens autour de vous pour alimenter votre pensée, votre réflexion, parce qu'in fine, ça ne peut être que la vôtre, ce n'est pas une chose qui est totalement insensée, et malheureusement, nos dirigeants, très souvent, n'ont pas ce réflexe. S'ils peuvent l'avoir, alors appelez-le comme vous le voulez. Ce n'est pas une question de sémantique pour moi, c'est une question d'efficacité. Oui, mais monsieur, il y a un chef d'État, à des conseillers, à un gouvernement. Et si ces gens-là ne sont pas... c'est pas un souci. Leur rôle, c'est quand même d'éclairer, d'apporter une espèce de guidance à l'action du président de la République. Il ne faut pas qu'on réduise la politique à une question de gestion. Un politique n'est pas un gestionnaire. Un politique, c'est d'abord quelqu'un qui fait avancer une société vers une direction donnée. Donc c'est quelqu'un qui doit savoir où est-ce qu'il veut aller et qui doit savoir exactement ce qui ressort, ce qui remonte de sa société et avoir une vision du monde. Mais c'est aussi quelqu'un qui gère le quotidien, que vous le vouliez ou pas. Et pour revenir à nos sociétés africaines, qu'est-ce que c'est? Un chef, c'était quoi? Un chef, contrairement à ce qu'on pense, un chef, ce n'était pas quelqu'un qui opprimait sa société. C'est Julius Nyerere qui me donnait cette définition-là quand je faisais ces interviews. Il disait, un chef, c'est d'abord un porte-parole. C'est lui qui porte la parole de sa communauté et qui arrive à la traduire, à l'exprimer dans des mots et dans une vision qui peut être maintenant collectivement traduite en actes. Alors, merci M. Kakounsi. Djemal, très rapidement, pour marquer véritablement la rupture, à quoi devra ressembler le gouvernement de George Weah? C'est très compliqué de donner des leçons de gouvernement, de mon point de vue. Je pense, moi, que les actes seront beaucoup plus importants que la composition du gouvernement en soi. Je crois que l'acte fort qu'il a donné, c'est d'avoir Mme Taylor avec lui comme vice-présidente, et donc une volonté de réconciliation réelle. Ne pas commettre les erreurs commises par Samuel Doe à l'époque, et vous avez raison de le dire. La deuxième chose, c'est de dire, ensemble, nous allons le faire, le reste ne suivra pas. Les actes, à mon avis, sont beaucoup plus importants que la composition du gouvernement. Cela dit, je pense qu'un gouvernement de large consensus pour célébrer une deuxième étape du Libéria va s'imposer à lui. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.